On a la chance d'avoir notre grand témoin, je vous l'avais dit dès le départ. Et l'idée, c'est d'avoir un peu de recul, évidemment, sur ce qui s'est dit durant cette matinée. Alors, soit comme vous voulez, hein, soit au pupitre. Je vais juste rappeler que Maître Ricouart Maillet, vous êtes avocate, cofondatrice du cabinet IBRM, grande spécialiste également de toutes les questions de l'innovation, de la technologie dans le droit, vice-présidente de l'Association française des correspondants aux données personnelles et déléguée de cette association au niveau nord. Merci d'être avec nous. Je sais qu'on ne vous a pas rendu la tâche très facile ce matin. Non, merci beaucoup. Oui, la tâche n'est peut-être pas facile, mais en tout cas, ma présence à cette matinée a vraiment été récompensée parce que j'ai entendu énormément de choses et j'ai entendu tout ce qui, à mon avis, faisait aujourd'hui les problématiques d'un accompagnement de l'innovation. Donc, c'est assez formidable et j'ai vu aussi beaucoup de maturité dans ce que j'ai entendu et des commencements de solutions dans la deuxième partie à ce qui nous tracasse tous quand on travaille dans le numérique, c'est-à-dire l'emploi. Alors, effectivement, la tâche n'est pas facile. Ce qu'il faut se dire, c'est quand même qu'on est passé en un siècle du bricolage génial à l'intelligence artificielle. La question, c'est comment accompagner tout ça ? Parce que effectivement, la loi, puisque moi je suis quand même dans une profession où la loi est importante, c'est le cadrage. Et vous savez très bien que la loi est toujours en retard d'un train et qu'en fait on court derrière l'innovation pour essayer de s'adapter à ce que les génies d'aujourd'hui font. Alors, évidemment, on a parlé très très rapidement du règlement européen sur la protection des données personnelles qui a fait mon vécu presque jour et nuit depuis un an, tellement le sujet était important et tellement il fallait que les entreprises se mettent au diapason. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement, par exemple, qui est censé amener la confiance au sein des entreprises et accompagner l'innovation, il a mis 4 ans à se faire. Pourquoi ? Parce que vous aviez à la fois des entreprises qui avaient envie d'aller vite, qui faisaient du lobbying, qui voulaient absolument avoir toute liberté au regard des données, qui sont vraiment ce pétrole du XXIe siècle, et vous avez en face le régulateur qui, lui, est là parce qu'il a cette conscience que le consommateur ou l'utilisateur des technologies ne les utilisera que si vraiment il est en confiance, s'il sait que ça ne le met pas en péril. Et cette difficulté de réunir ces deux oppositions, finalement, elle se rencontre au travers de ce règlement. Je ne vais pas rester sur le légal très longtemps, mais pour vous dire que finalement, celui qui aujourd'hui, le manager qui aujourd'hui aura compris le sens de la réglementation et le fait qu'elle soit structurante plutôt que contraignante, aura à mon avis tout compris. Et moi, je suis passée d'un métier, j'ai exercé finalement plusieurs métiers au sein d'un même métier. J'ai commencé il y a plus d'une trentaine d'années en étant généraliste. Dans les années 90, je me suis passionnée pour l'innovation, j'ai repris des études, je suis allée faire ce qu'on appelle le CEPI, Centre d'études internationales de la protection la propriété intellectuelle, pardon. Ça, c'était dans les années 90, juste avant Internet. Donc, super opportunité, effectivement, dans les premiers cabinets à s'intéresser à ça. Ensuite, dans les années 2000, la data. 2010, donc je suis inscrite à cette association dont je suis vice-présidente aujourd'hui, qui est l'association qui en fait comprend à peu près 3 à 4 000 personnes, tout le CAC 40, les administrations, sur la protection des données et sur ceux qui, au sein des entreprises, les DPO ou DPD, comme on veut les indiquer, protègent les données. Donc j'ai été toujours dans ce sens, mais j'ai aujourd'hui un autre œil qui est celui de l'auditeur ou responsable d'audit en entreprise, puisque je ne suis plus avocat, en fait, je plaide très peu, et je vais voir tous les services qu'on appelle les BU dans les entreprises. Et je me rends compte effectivement que quelle distance il peut y avoir parfois entre ce que l'on veut mettre en place et qui n'est pas forcément négatif pour le consommateur, mais les chemins pour y arriver. Je m'explique. Quand je vois IVS tout à l'heure qui nous dit... Finalement, moi, je ne collecte pas de données, je ne conserve rien, c'est analysé immédiatement et finalement, on a une espèce d'anonymisation des données. Là, je pense que si, effectivement, les consommateurs arrivaient à connaître exactement ce qui se passe, à avoir une certaine transparence que l'on a d'ailleurs comme principe, comme pilier dans le RGPD, on arriverait effectivement à faire comprendre que le commerce électronique aujourd'hui, que l'innovation, elle est facteur de progrès pour eux. Le problème aujourd'hui, c'est le côté didactique. On l'a rencontré quand on a parlé de la blockchain, on a dit, bon, qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Comment puis-je expliquer ça facilement ? Je pense que
les entreprises ont intérêt à être toujours dans le didactique et dans les explications. Vous voyez, dans les audits que je fais au quotidien, dont je me rends compte, c'est que le manager qui a la maturité suffisante, la hauteur de vue de se dire l'éthique, la protection des données des utilisateurs, qu'ils soient consommateurs ou administrés, ça va être mon cheval de bataille. Je vais en faire au sein de l'entreprise un mode projet. Et c'est-à-dire que je vais valoriser les employés qui vont effectivement aller dans ce sens, plutôt que d'être le loupard de service qui va aller capter vos données de façon sauvage sur Internet. Ça, c'est fini. C'est fini. On a aujourd'hui des managers qui ont cette éthique. Et moi, j'ai ressenti ça ce matin dans le premier atelier, d'avoir des gens qui croient effectivement qu'en ayant cette éthique, on va beaucoup plus loin. Ça, c'est déjà une constatation extraordinaire et je le vis. Il y a même, je crois, des incentives dans une certaine entreprise du Nord, une chef d'entreprise assez connue qui vient à toutes les réunions là-dessus et qui a fait des incentives pour ses employés, c'est-à-dire presque des primes, à condition qu'on accompagne effectivement l'éthique et la protection des données. Ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Et par exemple, la CNIL qui vient prendre le relais de cette régulation, elle a très bien compris aussi, elle met en avant la finalité. Pourquoi vais-je collecter des données? J'ai cru entendre quand même qu'il fallait en engranger pour savoir ce qu'on allait en faire plus tard. Ça, c'est pas du tout dans l'éthique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est j'engrange des données, je sais déjà pourquoi je vais les engranger, je vais les collecter. Pourquoi je sais ça? Parce que si je veux être transparent à l'égard du consommateur, je dois savoir toute la traçabilité future. Alors évidemment, peut-être pas dans les détails, mais je dois savoir que je collecte les données pour en faire un usage bien déterminé. Et là, je rejoins aussi l'intelligence artificielle. On a dit que l'intelligence artificielle, et j'ai entendu, c'était surtout pour l'instant de faire de la vérification du travail que l'humain finalement peine à faire. C'est quelque chose de laborieux. Quand effectivement on va vouloir remplacer l'humain, qu'on va être effectivement dans le Big Brother et dans quelque chose qui est opaque, qui n'est pas bien expliqué, là je pense qu'on va rallumer des frayeurs. Et donc l'explication, le didactique, ça me paraît très important, et l'éthique en entreprise. Alors ce qui me rassure également, et ce matin, et c'est formidable, c'est le deuxième défi, j'allais dire que le deuxième défi me paraît caractériser le titre du premier. C'est-à-dire que le titre du premier, c'est l'agilité. Ce que l'on a du mal à obtenir comme chef d'entreprise, c'est effectivement l'agilité dans la recherche de l'emploi et dans les résultats qu'on peut avoir. Je suis confrontée exactement à la même chose. Vous savez que l'année dernière, la CNIL a dit qu'il nous faut 80 000 DPO. Où les trouver, à part quelques petits cabinets qui s'intéressaient à la donnée personnelle comme moi, quelques Parisiens et puis moi à Lille, franchement, il n'y avait personne. Alors, toutes les formations de tous ordres ont fleuri, des gens qui se sont formés 2 jours et qui se sont dit des spécialistes, d'autres qui ont pris des chemins un peu plus canalisés avec des diplômes, avec des choses beaucoup plus formalisées, sont arrivés sur le marché, un petit peu plus tard forcément. On a eu aussi des margoulins, on a eu de tout. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on se rend compte que là encore, on court derrière. Là, ce n'était pas une innovation, c'était derrière la législation qui obligeait à une nouvelle profession. Donc, je ne sais pas dans combien de temps on arrivera à 80 000, mais on n'y est pas. On est peut-être à 20 000. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Et quand j'entends qu'effectivement, vous êtes au plus près du besoin, c'est-à-dire qu'avec Euratechnologies, avec IBM, vous êtes concrètement dans la recherche de ce qu'il est nécessaire au sein de l'entreprise pour immédiatement faire une formation, même pas diplômante, ça importe peu, et ça peut rejoindre de toute façon la dame qui est intervenue tout à l'heure en disant « moi je trouve pas de boulot ». Effectivement, si on s'en tient à ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire à un beau CV, à lire le CV pour dire voilà, et à le décrypter uniquement aussi au niveau du savoir-faire, on est loin de la vérité d'aujourd'hui. Et la notion de savoir-être, elle me paraît essentielle. Et quand je dis savoir-être, c'est effectivement savoir manager des équipes, mais c'est aussi savoir se comporter en entreprise. Et je suis désolée, moi j'ai vu des comportements qui, effectivement, de personnes, même proches de moi, hein, qui étaient vraiment des gens super diplômés, mais alors au niveau du savoir-être, c'était 0. Et ça, ajouté au zapping qu'on rencontre actuellement, plus chez les jeunes, parce qu'on se dit il y a moins de fidélité, il y a plus... Alors, vous l'avez dit, monsieur Fusek, tout à l'heure, le jeune aujourd'hui, il se dit... je vais aller là, et moi je le reçois, j'ai eu 4 démissions en un an, hein, on va à tel endroit, on a un beau CV, on a une belle expérience, une belle expertise, on va se vendre ailleurs plus cher. Comment lutter contre ça ?
Ça, c'est vraiment pour les entreprises un vrai défi aussi. Alors, on l'apporte effectivement par une meilleure adéquation, mais je pense qu'on peut l'apporter aussi peut-être par une amélioration de la formation au niveau du savoir-être. Alors ça dépend de chacun. Il y a aussi de l'éducation là-dedans, il y a des tas de choses. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise en nouvelles technologies, la première chose dont elle se rend compte, c'est qu'il faut être sexy. Il faut être séduisant, il faut y avoir un baby-foot dans la salle d'à côté. Moi, j'ai mes enfants qui sont dans l'informatique, ils ont plein de copains, et ceux qui réussissent le mieux, avec des salaires qui ne sont pas forcément élevés, hein. Donc quand on dit que c'est le golden hello, pas toujours. Ce sont ceux qui ont une convivialité chevillée au corps, qui ont évidemment la passion. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est un manager passionné. On a entendu IVS tout à l'heure avec beaucoup d'audace, de passion, de conviction. Quand il dit « moi, le matin, je me lève et j'ai 36 000 idées », ça m'a fait penser à moi il y a quelques années. Je fatiguais énormément mon associé parce que tous les matins, j'arrivais dans son bureau en disant « on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela ». Bon. Après, il faut des gens pour mettre en musique toutes ces idées. Mais je dis qu'aujourd'hui, ce qui paraît le plus difficile, c'est d'intéresser nos jeunes au-delà de la technologie. Comment les intéresser, comment faire que dans une entreprise, ils restent. Et évidemment, la convivialité, le baby-foot, enfin c'est un petit clin d'œil le baby-foot, mais je pense que dans les formations aujourd'hui, alors peut-être des managers, peut-être plus que des salariés, que des employés, peut-être essayer de voir comment ils pourraient attirer ces jeunes mieux que par un salaire. Parce que finalement, je crois que quand on fait le catalogue des motivations des jeunes aujourd'hui, je ne pense pas que le salaire vienne en première position, hein. Je crois que c'est un beau projet, une motivation, une bonne ambiance. Enfin, tout ce que j'ai entendu ce matin va dans ce sens-là, hein. Va dans ce sens-là. Et puis, Monsieur Kruzek aussi, je pense que votre proposition de valeur est très intéressante. Et si on parlait de proposition de valeur, justement, c'est aussi la conclusion. La conclusion, dans une proposition de valeur, c'est se mettre au plus près des besoins des équipes, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Autrefois, c'était vous avez un travail, vous avez une tâche, vous avez le diplôme pour la tâche, terminé. Aujourd'hui, il faut être plus près du besoin des équipes, entendre, écouter ce que disent vos équipes et aussi entendre également les besoins des utilisateurs. Et ça, c'est franchement le défi au quotidien de tous les managers, d'être à la fois sur le terrain pour entendre ce dont les utilisateurs ont besoin et entendre également en interne chez eux ce que leurs employés ont besoin. C'est vraiment pas facile, mais je crois qu'on a eu ce matin vraiment tous les ingrédients pour répondre à ces magnifiques défis. Voilà, moi je ne vais pas vous prendre plus longtemps, c'était mon témoignage, mais en tout cas j'ai été ravie. Je pense que, évidemment, merci beaucoup. Vous avez réussi l'exercice avec brio. Merci, maître Ricoire Maillet. Et évidemment, je vous invite également à remercier tous les intervenants qui ont participé au cours de cette matinée, ainsi que tous celles et ceux qui ont œuvré depuis le début de ces défis, les équipes du C2RP, de HDFID, Potion Magique, qui a contribué également, les équipes de RAD Technologies, vous pouvez également les applaudir.